Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'indice de résilience numérique. J'ai cru comprendre que plusieurs personnes avaient déjà mentionné dans la journée l'IRN et c'est tant mieux, notamment Arnaud Martin de Table Ronde avant qui a déjà bien pitché le principe. On va évidemment être plus précis, rentrer un peu plus dans le détail. Avant que David présente le contexte dans lequel on a lancé l'indice et vous montre un peu le framework et l'avancée des travaux. Je vais peut-être faire un point de chronologie où on en est. En fait, l'indice a été lancé il y a un an, initiative de David Jaïs, de Yann Léchelle qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et donc de moi-même au nom de Digital New Deal. Une petite parenthèse, Digital New Deal est un think tank dédié aux enjeux de souveraineté numérique, dont le fondateur est Olivier Sichel et qui est le président d'honneur de l'association Digital Resilience Initiative qui opère l'indice, donc la boucle est bouclée. Donc ça a été lancé, le lancement on l'a fait au mois de juillet l'année dernière à Aix-en-Provence lors des rencontres économiques avec les design partners, c'est-à-dire que c'est très important de comprendre que cet indice est fait par et pour les entreprises et donc on a des entreprises cofondatrices qui siègent avec nous et qui ont été là depuis le premier jour. On peut citer par exemple RTE, Crédit Mutuel, Maïf, le groupe Sud-Ouest, EDF, Docapost et bien d'autres. Et donc, deuxième date qui était importante pour nous, c'était le 27 janvier dernier. On a lancé officiellement l'association Digital Resilience Initiative à Bercy en présence de la ministre dans le cadre de la journée de la souveraineté numérique. Et puis, pour vous donner un petit peu une perspective de nos travaux actuels, on a aussi une date cible qui est le G7, puisque le ministre Barrot souhaite mettre à l'agenda du G7 l'indice de résilience numérique. David, je te laisse la main. Merci beaucoup. Donc, on va vous donner quelques éléments d'information. Alors, vous voyez, ça, c'est une courbe qui est extrêmement intéressante parce que elle nous montre l'évolution de la dépendance numérique dans les entreprises et les montants qui sont dépensés. On parlait tout à l'heure du chiffre de 265 milliards d'euros par an qui quittent chaque année les poches des entreprises européennes pour aller vers des acteurs extra-européens, essentiellement américains. Et on voit qu'à chaque vague d'innovation technologique, cette dépendance se creuse. Et il y a une vraie accélération à partir de la fin des années 2000 avec le move to cloud et avec ce qu'on appelle le mode de facturation as a service, infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une révolution technologique avec l'IA générative et que l'IA générative, selon qu'elle sera ou non intégrée dans la bundlisation du cloud, aggravera cette dépendance qui est d'une triple nature. C'est une dépendance technologique, c'est une dépendance économique et c'est aussi une dépendance de plus en plus, surtout depuis que les relations entre l'Europe et les États-Unis se tendent, une dépendance géopolitique. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons voulu créer l'indice de résilience numérique. Vous voyez ici comment ça se partage, c'est les dépenses de cloud, les dépenses de software as a service, les dépenses de hardware et les dépenses de services. Et tout ça fait un montant de 265 milliards d'euros par an. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de voir que cette dépendance s'est renforcée avec l'évolution des modèles de facturation et des modèles économiques. On est passé d'un modèle propriétaire à un modèle qu'on pourrait appeler locatif, puisque avec le SaaS, on paye une licence annuelle à des éditeurs ou à des opérateurs qui ont la faculté d'augmenter les tarifs un peu comme ils le veulent. Moi, je compare souvent ça à un locataire qui louerait un appartement à un propriétaire qui lui dit le loyer cette année va augmenter de 300%. Ce n'est pas possible dans le droit de l'immobilier, mais c'est tout à fait possible dans le monde de la dépendance numérique. Et on a maintenant, avec l'essor de l'intelligence artificielle, un nouveau mode de facturation qui s'appelle le Pay as you go, qui est de la consommation dynamique, facturée au token. Et là, c'est très volatile et c'est surtout très inflationniste parce qu'on ne sait pas quel sera le prix du token dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Je rappelle que l'IA, y compris dans ses couches basses, c'est une industrie qui aujourd'hui encore est très largement subventionnée et que quand on reviendra à des niveaux de facturation à peu près conformes aux pratiques de marché, les prix du token pourraient très fortement augmenter. Et donc, ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que cette dépendance, elle génère des risques économiques, on en a parlé, des risques juridiques et contractuels, des risques géopolitiques et puis des risques, bien sûr, opérationnels et de sécurité. Et on a essayé de faire rentrer tout ça dans un cadre d'analyse unique qui s'appelle l'indice de résilience numérique. Alors l'indice de résilience numérique, c'est le nouveau langage universel pour les entreprises, les DSI, les COMEX, les boards,
pour essayer de quantifier cette dépendance et ses risques associés et essayer de mettre en œuvre des plans de transformation qui permettent de sortir de cette situation de dépendance. Le point de départ, c'est toujours les processus métiers critiques, c'est-à-dire dans une entreprise, qu'est-ce qui est critique pour moi? Dans une banque, les systèmes de paiement ou l'activité de crédit. Dans une assurance, la gestion des sinistres. Dans une entreprise industrielle, tout le RP de production. Ça dépend vraiment des univers professionnels et des entreprises. Et puis, sur la base de cette analyse des métiers critiques, on reconstitue des chaînes d'actifs numériques par grappes, et ces grappes s'appellent des systèmes. Donc vous avez vraiment une approche à 3 entrées, l'entrée par les métiers, l'entrée par les grappes d'actifs qu'on appelle des systèmes, et puis les actifs critiques dont parlait Arnaud Martin tout à l'heure. Vous voyez ici, ça nous permet d'avoir une analyse qui est full stack. Et ce qu'on va regarder, c'est que pour chaque actif ou pour chaque grappe d'actifs, on va regarder les 8 grandes zones de risque qui relèvent de l'indice de résilience numérique. Donc ces 8 grandes zones de risque, c'est première zone de risque, c'est tout ce qui touche à la géopolitique, à la juridiction des fournisseurs, donc les risques FISA par exemple pour les traitements de données. Deuxième zone de risque, c'est les risques économiques et juridiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 2 zones de risque, c'est vraiment les relations vendors. C'est les relations aux fournisseurs. Ensuite, vous avez des zones de risque qui relèvent de ce que j'appelle la sécurité au sens large. Opérationnel, est-ce que je peux opérer, continuer à fonctionner, y compris en mode dégradé en toutes circonstances? Sécurité et continuité d'activité, y compris la cybersécurité, bien sûr. Et puis environnemental, ce n'est pas au sens de l'empreinte carbone du numérique, c'est au sens de est-ce que des disruptions météorologiques, par exemple, peuvent impacter les infrastructures et donc le bon fonctionnement de mes systèmes. Et puis, 3 zones de risque qui relèvent plutôt de la dépendance technologique, c'est évidemment les data et l'IA, la supply chain, l'approvisionnement en composants hardware, et puis ce que nous, on appelle la technologie, c'est-à-dire est-ce que les codes sources sont auditables, est-ce que les modèles sont explicables, est-ce que je ne suis pas en train d'introduire des boîtes noires dans mon entreprise. Et c'est là qu'il y a une vraie innovation de l'IRN, c'est qu'on va regarder aussi bien la dépendance sous l'angle économique, business, la dépendance sous l'angle des risques de sécurité et la dépendance sous l'angle technologique. Parce que, comme le disait très justement Arnaud Martin tout à l'heure, un dirigeant, il ne va pas regarder le problème en tranche de saucisson. Il ne va pas regarder le problème en silo. Il a besoin de comprendre comment on pilote l'IT de son entreprise, comment on pilote les risques, comment on pilote les dépendances de manière globale. Et juste peut-être pour terminer, on commence, je le disais, par l'identification des systèmes critiques, on reconstitue la chaîne applicative, on fait un scoring. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est capable, sur les systèmes critiques, de donner une note, de donner un scoring. Et ce scoring, il pourra s'appliquer aussi demain aux fournisseurs de solutions. C'est-à-dire qu'on pourra certifier les systèmes critiques des entreprises utilisatrices, mais on pourra aussi scorer les fournisseurs de solutions. Et puis ensuite, mettre en place, évidemment, des plans d'action, des plans de transformation à court terme et à long terme qui permettent de piloter cette résilience. Donc vous voyez, là, c'est un exemple des spider charts sur un système d'une grande entreprise qu'on regarde par grandes couches de la stack. On peut regarder aussi, pour une grande entreprise d'assurance, les résultats qu'on a sur la stratégie, la sécurité, la technologie. Tout ça pour vous dire que c'est un instrument extrêmement précieux de pilotage. Moi, je compare ça un peu à l'ESG il y a une dizaine d'années. On a un sujet de dirigeant et on essaie de le prendre en charge. Et Arnaud, tu vas parler peut-être de la gouvernance de l'association. Exactement. Et tu parles de l'ESG et un des modèles qui nous a guidés, c'est celui justement du label B Corp. On va peut-être s'arrêter une minute sur ce schéma qui va vous permettre de comprendre notre gouvernance et surtout de vous projeter, vous, en tant qu'acteur, une partie prenante potentielle dans ce schéma. Où est-ce que vous pouvez vous trouver? L'association, l'ADRI, donc, accrédite des entreprises qui vont former les entreprises qui vont être, les entreprises conseils qui vont être agréées, qui elles-mêmes vont labelliser les entreprises clientes. Donc c'est le schéma que vous voyez à gauche. À gauche, les entreprises accréditées vont former, et là on en est aujourd'hui à ce qu'on est en train de faire valider ce processus d'accréditation. Elles seront, je pense, validées pour le mai, et donc à partir du mois de mai, vont commencer à être formées les entreprises conseils. Donc aujourd'hui, on a 50 entreprises qui ont candidaté, des ESN, des entreprises de toute taille, qui veulent donc être agréées pour pouvoir accompagner leurs clients et prospects sur le processus de labellisation. La flèche que vous avez tout en haut est importante, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous auto-diagnostiquer. C'est-à-dire que c'est un standard ouvert. D'ailleurs, il est disponible sur le GitLab si vous voulez depuis notre site.
Et donc, vous pouvez, toute entreprise, de petite ou moyenne ou grande taille, peut s'appliquer soi-même ce standard ouvert. Mais vous ne serez pas labellisé, vous ne serez pas dans le processus donc, qui est maîtrisé par l'association, puisque certes, la méthodologie, le référentiel est ouvert, mais le scoring, les critères du scoring, l'algorithme qui permet d'avoir la note finale appartient entre guillemets à l'association et donc à l'exclusivité des entreprises agréées. Donc ça vous permet un peu de comprendre comment on fonctionne. C'est un travail depuis 1 an intense, où il y a beaucoup de parties prenantes, notamment des acteurs qui sont des acteurs structurants de cet événement. Je pense au SIGREF, je pense évidemment au Césin, qu'on remercie pour s'impliquer dans les groupes de travail et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un consensus et on va pouvoir assez rapidement vous dévoiler et ouvrir à toutes les entreprises la participation donc à l'IRN. Voilà, donc c'est une démarche qui est ouverte à tous, aussi bien les entreprises utilisatrices que les entreprises conseils, que les offreurs de solutions, c'est-à-dire que les éditeurs de logiciels, les cloud providers qui s'inscrivent dans cette démarche de résilience numérique pourront demain aussi être audités, labellisés et participer à cette nouvelle gouvernance du numérique. Eh bien, merci à tous les deux pour cette excellente présentation. Un indice fort attendu de tous. On vous garde juste quelques instants avec nous pour vous poser d'autres questions par rapport à cet indice. D'ailleurs, on vous félicite au passage pour la création de celui-ci. Mais c'est sur vos ambitions pour cet indice et votre calendrier en ce qui concerne son adoption. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Je l'ai un peu mentionné, on a 2 calendriers en parallèle. Le premier, c'est celui de l'internationalisation. Alors d'abord de l'européanisation. Donc on a un gros focus là-dessus. Notre président d'honneur, Olivier Sichel, nous aide grandement, puisqu'il a déjà mis donc, en discussion avec le ministre des Affaires étrangères le mettre au menu du G7, ce qui n'est pas rien. Aussi une discussion qui a lieu entre les caisses des dépôts au niveau européen, c'est-à-dire qu'ils sont mis d'accord pour que ce soit un programme commun. Et donc il est en train de se mettre en place une task force pour que ça soit généralisé. Après, donc par rapport au schéma que j'ai montré, c'est-à-dire que là, on est en train d'accélérer pour pouvoir assez rapidement avoir les premières entreprises formées conseil pour rentrer dans un processus de labellisation, je dirais, à plein à partir de septembre, qu'on puisse commencer à véritablement élargir le processus qui aujourd'hui est entre guillemets bêta-testé par les dizaines de partenaires que j'ai cités, qui déjà depuis plusieurs mois ont déjà appliqué ça à leur système critique, qui ont déjà fait des retours d'expérience qui sont très constructifs. Et j'ai une question relative à la méthodologie que vous avez employée. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile finalement à intégrer en termes de mesurabilité ? Qu'est-ce qui était compliqué ? Alors, le plus difficile, c'est ce que disait Arnaud Martin tout à l'heure, c'est de reconstituer les actifs numériques dans les entreprises. Parce que dans une entreprise, on a des cartographies. Alors les DSI connaissent les CMDB, qui font un peu l'inventaire des actifs numériques. Mais en fait, ces cartographies, elles ne sont pas toujours mises à jour. Et dans une entreprise, il y a plein de filiales, il y a plein de métiers qui utilisent tous les jours des applicatifs, y compris en Shadow IT, qui ne sont pas dans ces cartographies. Si on veut être capable de mesurer la résilience numérique d'un système ou d'un processus vital dans une entreprise, il faut déjà qu'on ait une vision globale des actifs numériques et surtout de leurs interdépendances. C'est-à-dire que certains actifs, ça peut être un connecteur, ça peut être une machine, ça peut être un software, ont des interdépendances avec plein d'autres actifs qui font que si cet actif-là tombe, c'est tout le système et tout le métier qui tombe. Et dans des opérateurs d'importance vitale, ça a des conséquences assez graves. C'est-à-dire que ça peut être l'arrêt d'un système de paiement, ça peut être des avions qui restent cloués au sol et qui ne décollent pas, ça peut être des trains qui ne roulent pas, ça peut être de l'électricité qui n'est plus livrée. Donc on est sur des choses qui sont vitales et qui sont extrêmement concrètes. Et donc peut-être pour répondre aussi à la question sur qui va adopter l'indice de résilience numérique, on voit que les entreprises qui y vont le plus fortement, ce sont les banques, les assurances, les opérateurs d'énergie, les infrastructures, les opérateurs de transport, parce que là, on est dans des univers où il y a des risques vitaux, et ces risques vitaux, on ne peut pas plaisanter avec. Et le lien avec la cybersécurité, c'est que la cybersécurité, c'est une composante essentielle de la résilience numérique, mais ça n'est pas toute la résilience numérique. Il y a aussi des relations avec les vendors, il y a les dépendances technologique, il y a la géopolitique, il y a la question de la souveraineté. Toutes ces questions, en fait, doivent être pilotées et comprises ensemble. Et pour conclure cette présentation, un dernier message peut-être pour notre auditoire, pour les convaincre du bien fondé de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cet indice ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie d'un CISO ou d'un CTO ? C'est de s'en saisir, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment pensé comme un outil à disposition de tous.
que les entreprises se saisissent de cette opportunité, et notamment les profils que vous venez de citer, c'est aussi pour eux la capacité aussi de prendre de l'importance d'un point de vue stratégique au sein des entreprises, parce que un des objectifs aussi, c'est d'impliquer les boards et donc les CEO, les DG, etc., sur ces questions-là, parce que, comme le disait David, comme la question était un petit peu silotée, il n'y avait pas tout à fait une compréhension stratégique de ces enjeux, de continuité, opérationnelle, de la capacité opératoire technologiquement, avoir la main sur toute la chaîne de valeur, etc. Ces questions-là n'étaient pas forcément à l'ordre du jour et dans les agendas compris par les chefs d'entreprise. Ça va permettre de faire monter d'un point de vue stratégique ces questions, et donc de ceux qui les portent, d'avoir une importance plus transversale au sein des entreprises. Donc il y a deux réactions possibles, hein. C'est soit de se dire que je reste un peu sur mes acquis, soit je profite effectivement de cet élan pour donner toute la visibilité à l'importance stratégique de ces postes au sein des entreprises. Et je crois qu'ils seront convaincus. Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud et David, pour cette présentation de l'indice de résilience numérique. Merci à vous.